c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, je vous amène au Kenya, pas pour parler du président kenyan qui de temps en temps vient dans les hot topics parce qu'il se bat avec les institutions financières internationales pour que la façon dont les pays africains sont notés soit vue différemment et permettre aux pays africains d'emprunter sur les marchés internationaux avec des taux d'intérêt très bas. Son combat est légitime parce que on ne peut pas comparer l'économie de certains grands pays aux économies de nos pays africains. Donc, nous noter de la même manière rend les emprunts difficiles, des fois qui ralentit l'évolution ou même l'attribution de certains projets. Parce que si le pays ne peut pas emprunter de l'argent pour développer le projet, on est obligé de donner les projets au premier venu, au meilleur venu, celui qui offre quelque chose. C'est pour ça que nous voyons certains projets qui sont donnés à certaines compagnies. Quand vous donne les clauses du contrat, vous êtes révoltés parce que nos pays n'ont pas les moyens de faire ça. Ils n'ont pas les moyens de lever l'argent nécessaire sur les marchés internationaux pour pouvoir développer ce projet. Des fois, on dit, mais pourquoi ce gisement de pétrole est donné à celui-ci? Mais parce que c'est celui-là qui est venu. Les autres sont un peu timides, ou même les autres ont offert, comment dire, ils ont offert less que celui-là qui est là. Donc, son combat, c'est un combat que beaucoup de gens s'intéressent. Il est allé même à Paris, il a dit ça devant et ça a fait une tollée générale. La vidéo est passée virale un peu partout. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de lui, même si son combat nous amène de temps en temps à s'intéresser au budget de nos pays, à la façon dont l'argent est emprunté et dépensé, sur quel projet cet argent va ou ne va pas. Nous allons plutôt parler des femmes kenyanes qui se sont levées contre quelque chose qui en 2024 arrive un peu partout, dans tous les pays, d'une forme ou d'une autre. Le féminicide, le fait de s'en prendre à une personne, d'aller jusqu'à mettre fin à la vie de cette personne parce qu'elle est née femme. Vous imaginez jusqu'en 2024, être femme, il y a encore de la peur, de l'assumption que tu peux juste, quelqu'un peut juste s'en prendre à toi parce qu'il voit que tu es femme. Et souvent, bizarrement, c'est l'autre genre, le genre féminin, et le genre masculin, excusez-moi, c'est l'autre genre, le genre masculin qui s'en prend à la genre féminine juste parce que nous sommes des femmes. Vous pouvez imaginer ça en 2024. Les pays qui ont adopté la politique de l'enfant unique ont vu une partie de la genre féminine juste enrayée. Les enfants sont avortés avant leur naissance. Certaines naissent. Il y a eu des témoignages d'infirmières qui ont dit l'enfant naît et quand les parents voient que c'est une fille, ils veulent s'en débarrasser. Donc, je porte ma voix à la voix des femmes du Kenya, à la voix de toutes ces femmes qui encore vivent dans les pays où on s'en prend à eux, on s'attaque à eux juste parce que nous avons les attributs qu'on attribue à la genre féminine. Parce que quand tu viens en Occident, vous savez aussi que tu peux naître de l'attribut masculin et faire la transition pour devenir une femme. Donc, c'est quand même horrible, disons le mot, que nous vivons dans un monde où naître femme, nous avons encore des combats. Quand tu nais femme, il y a encore des combats. Equal pay, equal respect, jusqu'à présent. Nous vivons, comme aiment dire certaines femmes, nous vivons dans un monde d'or.
ils ont désigné, ils sont à la tête des grandes entreprises, ils prennent le contrôle des grandes sociétés et ils décident de ce que le monde sera. Il y a des films qui en ont parlé. Le dernier film qui en a parlé, c'est le film Barbie, qui fait que la compagnie qui fait Barbie pour les femmes, c'est une compagnie où le CEO, le FCO, tous sont des hommes. Mais ces hommes, quand même, c'est nos pères, nos frères, nos enfants, des fois, les mamans qui ont des garçons. J'ai ma copine qui a 3 garçons back to back. Donc, c'est encore nos enfants. Et peut-être que c'est encore notre rôle de femme de lever nos fils à aimer, respecter la gente féminine. Parce que ça blesse quand tu te dis que tu peux aller aujourd'hui visiter un pays où en tant que femme, tu peux être en danger. Quand on parle de liberté, surtout c'est la liberté des femmes. Quand on parle de protection, c'est la protection des femmes. Donc, je demande à toutes les femmes de porter nos voix, nos prières silencieuses envers les autres qui vivent encore dans des conditions où on les attaque parce qu'elles sont femmes. Dans certains pays, il y a l'opportunité de changer. Tu peux changer de sexe et te réclamer homme. Tu peux te réclamer n'importe quoi. Tu peux être n'importe qui tu veux. Mais d'autres pays n'ont pas encore donné cette opportunité. D'autres pays, même la loi l'interdit. Donc, quand tu es née femme, tu es dans ta condition de femme, tu grandis dans ta condition de femme. Alors, si dans cette condition, on empêche encore la femme de s'épanouir, on empêche encore la femme de devenir, d'arriver au but qu'elle s'est fixé en 2024, c'est désagréable. Il y a des gens qui sont prêts à financer des projets à des millions, des milliards. On demande à ces gens de mettre de l'argent dans les projets de défense de femmes, de la protection de femmes, des projets d'encouragement de la femme à s'émanciper. En Occident, peut-être que ce n'est pas la féminicide, mais c'est aussi l'histoire de la femme moderne. Cette femme qui doit être accomplie, cette femme qui doit avoir tout, qui encore, Christ rend les choses encore plus difficiles et des fois rend les femmes encore plus dépressives. C'est aller jusqu'à ce que on peut aujourd'hui avoir des hommes en compétition avec des femmes. Il n'y a plus de cette limite, il n'y a plus de limite. Les hommes vont en compétition avec les femmes. Et vous rentrez dans le bus. Avant, quand vous rentrez dans le bus, il y avait cette courtoisie où les hommes se lèvent et te laissent t'asseoir. Tu rentres dans le bus aujourd'hui, ma soeur. Il te voit, tu le vois. Il te voit, tu le vois. Mais il est assis. Il te regarde seulement, il sourit. Et quand il est prêt à sortir du bus, maintenant, il te dit, ma chérie, tu es jolie. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. C'est ainsi que le monde évolue vers, je ne sais pas quelle évolution. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut revenir en arrière. Parce que s'il faut revenir en arrière, nous, on sera encore en train de se battre pour la fin de l'esclavage, la fin de la colonisation. Vous savez, on a eu la décolonisation est arrivée à peine il y a 60 ans. Donc, si on veut retourner en arrière, là où les hommes sont devenus des gentlemen, qu'ils respectent la femme, qu'ils parlent sincèrement à la femme, qu'ils respectent la féminité, disons ça, qu'ils respectent la féminité, eh bien, mes ancêtres seront encore en train de se battre pour la fin de la colonisation. Comme le disait toujours, on ne leur a pas demandé de venir, mais quand ils sont venus, se sont imposés. Certains pays font la meilleure des choses. Ils apprennent les résistants, ceux qui ont résisté à la colonisation. Certains pays continuent par apprendre ça aux enfants à l'école pour nous faire comprendre que quand ils sont arrivés,
nos ancêtres ne se sont pas assis puis dit oh merci d'être venus, on est tellement contents, on veut apprendre tout. Oh. Non, nos ancêtres n'ont pas fait ça. Ils se sont battus. Il y a Nabiema Bonsafo au Togo. Il y a Béhanzin. Vous savez, Béhanzin au Bénin, on essaie de nous parler de Béhanzin en nous disant comme si il était le plus grand esclavagiste de la côte. Mais on oublie de nous dire qu'avec ces Amazones, ils se sont battus pour contre la pénétration des forces françaises dans Dahomey. Ça n'a pas été facile. Il s'est battu. Et à un moment donné, il dit, quand vous m'avez pris, amenez-moi voir le roi de votre pays qui veut me prendre mes terres. Donc, il y a eu des résistants un peu partout dans nos pays qui se sont battus contre la colonisation. Donc, si je dis, bon, il faut qu'on aille en arrière pour qu'on revienne au bon vieux temps, vous savez très bien qu'au bon vieux temps, il n'y a même pas un pays qui s'appelle le Togo, dont je ne serai même pas ici. Il n'y a même pas encore l'avion, il n'y a même pas Internet. Vous voyez, non. Donc, on est en train de faire un processus d'évolution, mais dans ce processus d'évolution, ne perdons pas les bonnes choses. Vous imaginez bientôt un gars comme Ganou qui fait, vous l'avez vu, très fort, très puissant, peut un jour décider que dans un combat de boss, on lui donne une femme comme moi qui ne fait pas de boss, qui ne sait rien du boss, qui aime le shopping, de faire un combat. Nous allons progressivement vers ces genres de comportements qui seront acceptés. Puisque vous allez voir ce genre de comportement où le riche va commencer par faire la compétition avec le pauvre. Un riche qui peut s'offrir une voiture de 200 millions veut qu'on fait une compétition avec quelqu'un qui ne peut pas se payer une voiture de 10 000 $, 15 000 $. Quelqu'un qui peut s'offrir un truc de 200 millions veut être en compétition avec quelqu'un qui ne peut pas même s'offrir un truc de 10 000 $, 15 000 $. Vous imaginez ça? C'est le monde dans lequel nous vivons. Un jour, l'élite va se dire, bon, je suis en compétition avec le pauvre et nous allons perdre tout ce que nous appelons les bénéfices, quand même, les petits intérêts qu'on fait pour aider les femmes. On nous dira, mais vous n'avez plus besoin de ça, mais pas pour aider les femmes, les hommes. Les gens qui sont dans les difficultés, on dira, non, vous n'en avez plus besoin. Si le riche peut le faire, le pauvre aussi peut le faire. Un jour, on arrivera à dire à nos enfants, que bon, si ton papa peut le faire, tu peux le faire aussi. Il y a plus de limites et on justifie ça. Il n'y a plus de honte, les gens se justifient. Je peux me permettre de m'asseoir ici, d'insulter quelqu'un et puis de justifier ça. C'est dommage. C'est dommage. On dit, tu peux avoir une personne auquel tu veux ressembler jusqu'à ce que tu apprends à connaître cette personne et tu te dis, mais pourquoi cette personne agit ainsi? Pourquoi cette personne pense ainsi? Mais nous allons progressivement vers un monde où il n'y aura plus de lignes rouges qui fait peur parce que tout est possible quand il n'y a plus de lignes rouges, quand il n'y a plus de limites, quand il n'y a plus de contrôle. Certaines choses se passent, comme le féminicide, où des hommes s'en prennent à plus faible que la féminité, juste parce qu'elles sont femmes. Bon, en attendant que nous, toutes les femmes du monde, nous sortons et soutenir les femmes des pays qui encore souffrent des conditions difficiles parce qu'elles sont femmes, nous allons aller au Mali, au Burkina Faso, au Niger pour annoncer la bonne nouvelle que ces pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé
de la façon dont la CEDEAO ne permet pas le développement de la communauté. Ce dont la communauté africaine a besoin, ouest-africaine a besoin, la CEDEAO ne travaille pas sur ça. Un passeport de la CEDEAO, même pour passer les frontières, c'est différent. Vous arrivez aux frontières, vous savez que c'est des frontières. Vous ne sentez pas vraiment qu'il y a cette cohésion. Les politiques sont différentes. Tout est différent. Quand tu rentres, tu sais que tu es dans une différence. Et on n'a pas l'impression quand même que c'est une communauté intégrée. C'est une communauté seulement qui sort quand il y a coup d'État. Parce qu'ils ont peur qu'on va le faire un coup d'État. Donc, ils sortent seulement quand il y a coup d'État. Donc, le Niger et le Mali, le Burkina Faso ont juste décidé de couper les ponts. La CEDEAO même doit mourir. On doit mettre fin à cette CEDEAO parce que les présidents de la CEDEAO même ne sont pas légitimes. La plupart ont toiletté la constitution de leur pays pour s'asseoir là-bas. Ils sont dans un deuxième, troisième, quatrième mandat. Donc, ces gens-là, qui sont dans l'illégitimité, qui ne sont pas appréciés de leur peuple, comment peuvent-ils s'asseoir et essayer de mettre l'ordre dans la communauté? Depuis les coups d'État qui sont arrivés successivement, on a remarqué des lacunes de la CEDEAO. On a remarqué que la CEDEAO ne s'est pas préparée pour les situations difficiles. Et ça a continué avec la crise de la COVID. Donc, nous avons déjà dit ça, nous avons parlé de ça, nous avons crié sur ça et demandé à ce que, on avait même dit que le Mali devait sortir de la CEDEAO depuis longtemps. Maintenant qu'ils le font ensemble, c'est tellement beau qu'il y a aussi une autre communauté pour faire la compétition avec les autres communautés. C'est une communauté de 3 pays qui sont ensemble, qui se connaissent et qui veulent la même chose, développer leur pays différemment. Mais avant d'arriver à parler de l'AES, qui est la communauté de ces 3 pays, nous allons parler du fait que la Sierra Leone, qui devait venir à la réunion avec le Niger, ne s'était pas présentée. La Sierra Leone n'est pas venue. Pourquoi la Sierra Leone n'est pas venue? Je ne sais pas quelle explication la délégation de la Sierra Leone donnera. Mais quand il y a une guerre civile pour la Sierra Leone, c'est quand même tout le monde s'est présenté. Je pense que le sommet pour la paix pour la Sierra Leone s'est déroulé au Togo. Où, vous savez, les Sierra Léonais, ils se coupaient les bras là. Ils se coupaient les bras avec la machette là, à cause du diamant là. C'est au Togo, on a fait le sommet. Tout le monde était présent. On a vu ça à la télé pour demander la paix pour la Sierra Leone. Mais quand on a choisi maintenant la Sierra Leone pour représenter la CEDEAO, les Sierra Léonais ne se sont pas présentés. La première des choses, la Sierra Leone même traverse des moments difficiles économiquement. Est-ce que c'est les moyens qui manquaient à la délégation pour prendre l'avion pour arriver au Niger? On s'est posé la question. Vous savez que le prix, l'inflation galopante, ils ont fait des marches. Il y a eu tentative de coup d'État. Les conditions même politiques de la CEDEAO, de la Sierra Leone, les conditions politiques de la Sierra Leone ne permettent même pas à la Sierra Leone d'intervenir dans le dossier nigérien. Les Sierra Léonais, qu'est-ce qu'ils vont dire dans le dossier nigérien? Tous les problèmes que ce pays connaît, est-ce qu'ils ont même le poids politique pour intervenir dans le dossier nigérien? Vous voyez ce que la CEDEAO fait? Tinubu qui n'a pas eu sa guerre, Ouattara qui n'a pas eu sa guerre, et Macky Sall qui s'en va bientôt, qui ne veut plus se mêler de ces dossiers, veut juste faire les élections, s'assurer qu'il aura un successeur et puis aller se reposer, alors que nous on lui a dit qu'il ne va pas se reposer, on va lui trouver quelque chose à faire, il va toujours intervenir dans les dossiers. Ils se sont mis à part et ont confié le dossier à la Sierra Leone, jusqu'à là, des gens qui sont dans les coups d'État, des gens qui sont dans les marches, là où ça ne va pas là,
C'est